critique. Alors, vu la période dans laquelle on se trouve, c'est évident, le film que je vais critiquer aujourd'hui, c'est le fameux Rogue One, le nouveau Star Wars, enfin celui de l'année, un épisode non canonique. Mais bon, maintenant que Disney a décidé de faire un Star Wars par an, on va avoir droit à des spin-offs également entre chaque gros morceau. Bon, je ne sais, il ne me semble pas que j'avais eu l'occasion de faire une critique sur Star Wars 7, alors je vais poser tout de suite le jalon. Je fais partie de ceux qui l'avaient trouvé complètement nul. Alors, j'entends déjà qu'ils disent vous n'avez pas le droit de dire ça, les avis c'est subjectif, tout ça c'est vrai, c'est évidemment tous les avis sont subjectifs. Bon, maintenant il y a toujours une gamme. Quand vous trouvez, hormis un film Star Wars, n'importe quel film ou n'importe quelle situation ou chose que vous faites, vous allez toujours avoir un esprit critique personnel, vous allez dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est super, ça c'est très bien, c'est pas bon du tout, ou c'est carrément génial et c'est carrément nul. Donc il y a toujours un avis. En général, enfin moi personnellement, quand je dis c'est complètement nul, j'ai pas aimé, je dis pas ça pour vexer ceux qui seraient pas de mon avis ou voir d'une opinion complètement différente. C'est juste que c'est franchement mon opinion. Je vais pas m'attarder sur Star Wars 7, on va pas repasser ça. J'en ai moi-même beaucoup discuté avec des gens, et je suis sûr que tout le monde l'a fait, donc on va pas ressasser. Pour moi c'était un copier-coller, ça n'avait pas beaucoup d'ambition, d'envergure, y compris niveau réalisation. Je fais pas partie des grands adeptes de J.J. Abrams, et ce film a juste achevé sur l'opinion déjà très négative que j'avais dessus. Voilà, on passe là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de Rogue One? Alors, Rogue One, déjà on va présenter un peu le casting. Il y a entre autres Felicity Jones. Je la connaissais personnellement pas trop, je l'avais vue en revanche récemment dans le film Inferno de Ron Howard aux côtés de Tom Hanks. Donc il est sorti il n'y a pas longtemps en France, donc ça m'a permis de me dire ah tiens c'est elle qui va jouer justement dans le nouveau Star Wars. Je sais qu'elle avait fait une apparition dans The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb. Je ne l'avais pas trop noté à cette époque. Donc bref, pour moi elle est assez nouvelle, même si je sais qu'elle avait déjà une petite carrière derrière elle. Il y a Diego Luna également, qui joue le capitaine de vaisseau, un capitaine de l'Alliance Rebelle. Bon, lui je le connaissais dans le western, entre autres, Red Ranch avec Kevin Costner, récemment dans Bloodfather avec Mel Gibson, bref. Alors lui c'est une gueule que j'ai vue souvent au cinéma. Même s'il n'a jamais rarement en tout cas de premier rôle, il est connu. Bien sûr, il y a des gros ténors comme Mads Mikkelsen ou Forest Whitaker. Bon, eux, je crois qu'on va passer très vite dessus parce que je crois que les deux réunis font à peine 10 minutes de film. C'est vraiment pour gonfler le casting. Whitaker est dans un rôle un peu d'une sorte de membre de la rébellion, mais devenu un peu fanatique. Il est grotesque. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment sa composition, j'avais du mal à pas rigoler ou à avoir de la peine, puisque je trouve que c'est un immense acteur et j'étais un peu navré de le voir comme ça. Dans Mikkelsen, lui, c'est pas qu'il est ridicule, c'est juste que c'est des rôles basiques, n'importe quel acteur peut le jouer et ça me navre encore une fois que des très grands acteurs comme ça perdent leur temps avec des mini-rôles. Ils ont besoin de payer leurs factures alors qu'ils devraient avoir des premiers rôles à tout va. Mikkelsen est quand même plus important que le personnage de Whitaker parce que lui, entre autres, il joue le père de l'héroïne, qui lui est l'artisan même presque principal de la création de la fameuse étoile de la mort. Même s'il ne l'a pas fait de son plein gré, on comprend que il y était obligé et scénaristiquement son rôle reste important parce que c'est lui qui engendrera la fameuse faille dans le système de destruction, dans le système opérationnel de l'étoile de la mort, qui conduira à sa destruction dans Un Nouvel Espoir, l'épisode 4 de la première saga de George Lucas. Donc son rôle est important. Maintenant, voilà, d'autres pouvaient le jouer, c'était pas la peine de placer Mads Mikkelsen. Ça, à la rigueur, c'est rien. On peut également citer Donnie Yen, célèbre acteur asiatique surtout, qui a sans doute le rôle le plus badass de l'équipe de mercenaires qui vont voler les fameux plans de l'étoile de la mort. Donc lui, c'est sympa, maintenant c'est un rôle très classique, mais au moins lui on le note, on va dire. Qu'est-ce qu'il veut dire Ben Mendelsohn, je ne le connaissais pas trop, mais c'est l'acteur qui joue le méchant titre de l'épisode. Il joue bien, mais vraiment, je suis méchant. Dernièrement, j'avais fait une critique sur les 7 mercenaires, en parlant du méchant comme ça, il dit je suis méchant, voilà, vous allez pas m'aimer, et puis c'est un peu plus loin. Il fait son rôle, quoi. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien vraiment à noter dessus. Donc c'est à peu près tout sur le casting principal du métrage.
Moi, alors, c'est la première chose qui m'a choqué les lumières se sont éteintes. C'est rien, mais c'est que on voit bien qu'ils ont essayé de se démarquer avec cet épisode des épisodes canoniques de la série. Bah, ils n'ont pas fait le fameux texte qui défile. Moi, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, tiens, bon, ok. Une petite scène, une petite séquence d'intro, et puis boum, vous avez d'un coup qui s'affiche Rogue One. Alors bon, c'est très épuré, très simpliste. Bon, quand on voit le style du film, qui se veut plutôt une sorte de film de guerre que vraiment un univers totalement inscrit dans la mythologie Star Wars, c'est-à-dire avec les Jedi, les Sith, les sabres laser, enfin vraiment la mythologie de base. Je me suis dit, bon, oui, effectivement, ça va être des gens normaux qui vont se battre dans une guerre qui, à ce stade de l'histoire, est quasiment perdue d'avance, normalement. Donc on se dit, oui, peut-être ce côté épuré correspond. Mais ça fait bizarre. Les musiques. Alors les musiques, beaucoup de gens m'avaient critiqué ça avant, parce que c'est pas Sir John Williams qui vraiment s'y est attelé cette fois. Donc ils ont essayé de changer les partitions musicales. En plus, comme il n'y a pas de personnage connu de la saga, il n'y a ni Luke Skywalker, ni Han Solo, et souvent chaque personnage avait un peu sa musique à lui. Et là, ils y sont pas, donc tu n'as pas leur musique à eux. Donc ça peut paraître logique d'une certaine façon. Alors maintenant, moi, je suis pas contre l'idée. Ce que j'ai dit justement dès en sortant de la séance, je trouve pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'elles sont moins bonnes que les autres. Voilà. Les musiques, j'ai rien à reprocher fondamentalement, mais les précédentes me manquent. Il manque quelque chose dans le rythme musical. Et c'est d'autant plus flagrant que je disais il y a quelques secondes qu'il n'y a pas de personnage de la saga canonique dedans. C'est faux. Il y a Darth Vader qui apparaît pas beaucoup dans le film, mais pour le coup, il est là et il est dans des scènes qui constituent quelques-unes, les deux scènes pour être exact, qui constituent deux des meilleures scènes du film selon moi. Et là, on retrouve son thème à lui. Et de nouveau les poils qui se dressent, je suis là en train de me dire c'est génial quand même cette musique. Et ça me fait rappeler que les autres du film ne sont pas à la hauteur. Et ça me rappelle à nouveau que quand on met toutes les musiques de la saga Star Wars dans un film, elles sont vraiment excellentes. Donc pour les remplacer, faut essayer de trouver quelque chose du même calibre. Là, non, c'est pas tout à fait ça. La réalisation, elle par contre, elle est bien, vraiment. Elle est un peu différente, encore une fois, d'habitude dans les épisodes qu'on connaît. Il y a toujours cette façon de balayer l'écran pour passer d'un segment à un autre, d'un chapitre à un autre, on est habitué. Là, par exemple, il ne le fait pas. C'est un petit détail, c'est rien, mais ça prouve qu'il a voulu opter vraiment pour une réalisation très différente. Elle est bien faite, très dynamique, en particulier dans la dernière demi-heure. Une espèce d'immense bataille sur une planète pourtant aux allures paradisiaques. Donc tout ça, c'est très bien réalisé, ce qui m'a aussi fait penser, j'ai envoyé ma petite pique, que J.J. Abrams, et en plus je me rappelle de sa réalisation que je trouvais pas géniale, pour pas dire franchement pas terrible. Là, comme par hasard, on voit ce qu'a fait Gareth Edwards, je n'avais pas précisé le réalisateur. Ce qu'a fait Gareth Edwards est très nettement meilleur au final. Gareth Edwards était le réalisateur entre autres récemment de Godzilla, le dernier Godzilla. Je vais pas détester, c'est juste qu'il se passait pas grand chose en fait. Il y avait très belles images, mais c'était pas mon kiff. Il avait réalisé aussi le premier film Monsters, pas sa suite où il était justement resté producteur. C'était un réalisateur que je voyais plutôt film d'auteur. C'était même ça qu'on pouvait lui reprocher dans ses films, c'est qu'il se passait pas c'était joli mais il se passait pas grand chose. Alors j'étais d'autant plus surpris de le voir gérer une telle bataille, même, enfin je parle surtout de la dernière bataille, mais l'ensemble du film est très dynamique. Donc ça, je me dis tiens, comme quoi je me serais trompé, je pensais pas qu'il aurait la capacité pour le faire, je me référais surtout à ses films précédents. Pour le coup si, il l'a et il le fait très bien, il le fait très très bien. Parce que en fait ce qu'on peut reprocher c'est pas la réalisation proprement dite, c'est plutôt c'est un truc assez commun, c'était déjà dans l'épisode 7, mais là c'est beaucoup mieux, mais ça s'enchaîne vite. C'est-à-dire qu'on sent que il veut vite emballer l'histoire, ce qui est un peu bizarre compte tenu du fait qu'on sait tout ce qui se passe. C'est le défaut majeur du film. Maintenant, quand on rentre dans la salle, on accepte cette idée ou on l'accepte pas. Bon, il faut pas oublier que dans la première trilogie, ce qui se passe dans Rogue One, dans un film entier, donc,
c'est un truc qui faisait une ligne de dialogue dans Un Nouvel Espoir. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de gens de braves sont morts pour récupérer ces plans. Voilà, il y a juste cette ligne de dialogue dans le premier film de la saga, qui a été diffusé au cinéma, et ils en ont fait un film. Alors je me disais, est-ce qu'ils vont truffer peut-être, mettre certains personnages, certains éléments de scénario qui feront écho dans la trilogie qu'ils réalisent actuellement, les épisodes 7, 8, 9, est-ce qu'il y aura quelque chose qu'ils vont rajouter dessus? Non. Alors je spoil, je suis désolé, j'afficherai un spoiler au début de cette vidéo pour pas que les gens m'en veuillent après. Non, c'est vraiment... c'est ce qu'ils annoncent, c'est-à-dire c'est la bataille toutes les luttes, toutes les trahisons ou tout ce que vous voulez qui ont engendré les vols des plans de l'Étoile Noire, de l'Étoile de la Mort. L'Étoile Noire, ça sera la seconde. L'Étoile de la Mort qui a abouti à la conclusion de l'épisode 4. Donc voilà, maintenant est-ce que c'était vraiment utile de faire un film là-dessus? Non, franchement, je vois le film, ça m'intéresse pas. Et je trouve que c'est justement ça. L'idée était artificielle. Les acteurs ne sont pas mauvais, ils sont juste artificiels. On n'arrive pas à avoir de l'antipathie ou de la sympathie fondamentalement pour eux. C'est quand ils meurent, beaucoup meurent, ça vous fait ni chaud ni froid. Enfin, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je m'en foutais un peu. Vous êtes censé avoir de l'empathie, ne serait-ce qu'au niveau du récit. Parce que quand on vous fait 2 heures de film avec des personnages, il faut quand même ressentir quelque chose pour eux, un minimum au moins. Là, non, vous véhiculez les clichés, et que ce soit l'héroïne, le héros, les personnages secondaires. Alors c'est simple, j'ai à peu près autant de sentiments presque pour le méchant que pour les héros. Non pas que je sois pour le méchant dans le film, mais c'est-à-dire que c'est plat. Donc j'ai l'impression que c'est des gens qui s'agitent un petit peu. Donc, bon, j'ai pas surkiffé, y compris le fameux robot. J'ai entendu des tas de gens qui ont dit c'est super. Bon, il change d'R2D2 et de 6PO, le robot officiel de ce métrage. Celui qui change de BB-8, le robot rond là. Mais il n'empêche pas que. Il balance quelques punchlines, c'est rigolo, ok. Mais aucun personnage ne meurt en vous piquant au vif. Voilà, vous en foutez. Donc ça c'est quand même c'est un gros regret, et c'est pour ça que je dis c'est artificiel, les personnages sont artificiels, le thématique est artificiel parce que c'était pas utile de le faire, à l'image au final de Peter Cushing ressuscité pour les besoins du film, qui a quelques bons... L'effet des effets spéciaux sont bons sur certaines scènes, moins sur d'autres, et à la fin vous avez également une princesse Leia, elle qui est complètement loupée. Pour le coup, l'effet ne marche pas, ça fait artificiel, et c'est ce que je ressens pour tout le film. Il a vraiment de grosses qualités formelles, en particulier sur la réalisation, mais il sonne faux, il sonne creux. C'est dommage parce que pour le coup, cette réalisation-là, avec une vraie thématique, un vrai scénario, une véritable idée porteuse, je me serais dit, tiens, pour le coup, là on a peut-être un bon Star Wars. Alors évidemment avec des personnages également plus intéressants. Enfin, il y avait dans le fond du film, il y a énormément de choses à refaire, vraiment énormément. Mais sur la forme, sur l'écran, sur l'idée, là vraiment oui, j'ai vu quand même un film qui était sympa. Donc voilà, donc c'est encore, il surpasse sur tous les plans le médiocre épisode 7. Maintenant, on n'a pas encore le grand film qu'on attend de la part de Star Wars. Ça, je l'attends toujours. Celui-là a trop de défauts pour que je le considère comme tel. C'est juste que ça donne un peu plus d'espoir, mais bon, à mon avis, l'épisode 8 tuera ce fameux espoir dans l'œuf aussi sec. Maintenant, j'espère me tromper. On verra bien, que sera. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le métrage. Parce que bon, après il n'y a pas besoin de trop s'étendre sur le reste. Juste, je vais renouveler un dernier petit mot. Super les 2 séquences avec Dark Vador. C'est vraiment le plaisir de l'aficionados, le petit plaisir geek, si on peut l'appeler comme ça. Mais au moins, il rappelle une chose, c'est à quel point le Seigneur Sith peut être extrêmement impressionnant, extrêmement menaçant et surtout très badass et puissant. Très puissant, on le sent dans le film. Au point que je me dis, ça me fait mal de me dire il est remplacé par Kylo Ren, même
Mais parce que je me dis, il avait vraiment une envergure qu'on n'est pas prêt de retrouver à mon avis. Bref, voilà, donc allez quand même le voir, faut se faire son opinion, et au moins vous perdrez moins de fric en allant revoir l'épisode 7. Allez, on va passer tout de suite à la minute rétro. Marooned on a desolate planet, he is a soldier, alone with his enemy. Don't you understand English, Toadface? I don't love you and you don't love me. We're stranded here, you understand? His suspicion will change to tolerance. You saved my life. Why? I need to look at another face, even as ugly as yours. Tolerance will lead to friendship. We should open up a little place here. I could ruin the food. You could scare away the customers. And with that friendship will come an overwhelming responsibility. You must be a parent. Don't kid around, Jerry. You must take my place. Protecting a life he values more than his own. Dennis Quaid, Louis Gossett Jr., Wolfgang Petersen's Enemy Mine. Et là, nous voilà arriver à la minute rétro. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'intitule Enemy et qui date de 1985. Je le précise parce qu'on est quand même dans la minute rétro et ce n'est pas le film Enemy avec Jake Gyllenhaal qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ça, ce film de 85 est avec Dennis Quaid, Louis Gossett Jr. et Brian James. Alors, Dennis Quaid, je ne veux pas trop le présenter, c'est un acteur quand même archi connu qui est dans le circuit depuis des années. Il a fait des films entre autres L'Aventure intérieure, L'étoffe des héros, plus récemment des films comme Trafic de Steven Soderbergh ou Cœur de dragon, j'ai bien aimé en film médiéval. Un médiéval fantastique, bref, c'est un acteur qui a touché à peu près à tous les genres et qui est excellent. Enfin, pour moi, que le film soit bon ou pas, lui en général il est excellent. Louis Gossett Jr., moins connu. Alors lui c'est amusant parce que Louis Gossett Jr. c'est un acteur qui a souvent joué les seconds couteaux pendant des années, années 70, 80, 90. On le connaît surtout pour l'intraitable sergent du film Officier et Gentleman avec Richard Gere. Mais il a joué dans une profusion de films dont une grande partie mériterait justement de figurer dans la minute rétro pour le coup. Chose que je remédierai peut-être dans un avenir proche, parce que vraiment, il a fait plein de films sympas. Et le dernier, bon, dans le casting, Brian James, également second couteau, sale gueule affichée des films d'action des années 80. Il a commencé à se faire connaître dans Blade Runner, car c'est le premier répliquant qu'on voit dans le film. Celui qui se fait interroger par un agent de la brigade justement des Blade Runner et qui se fait, l'agent en question va se faire flinguer par le répliquant parce qu'il l'a percé à jour. Bref, enfin, c'était sa première apparition et après bon, il a baladé sa sale gueule, sa sale trogne dans plein de films, dans On la chair le sang de Paul Verhoeven. Enfin bref, c'est un acteur assez connu également. Donc on a ce trio d'acteurs et alors, le film c'est un film de science-fiction. Qui part d'une guerre dans le 21e siècle, on était dans les années 80, donc le 21e siècle ça leur paraissait déjà très loin, entre les humains et les dracs, une race d'hommes reptiles, de reptiles. Alors le film, on a l'impression que ça va être déjà des batailles spatiales, on est à l'époque où les Star Wars, justement les premiers, faisaient rapporter plein d'argent, ça fleurissait bon les films de science-fiction comme ça. Alors il y a une première bataille spatiale, alors évidemment les spéciaux sont un peu datés, mais d'un autre côté on va pas en profiter longtemps parce que dès le début du film, le vaisseau de Dennis Quaid s'échoue sur une planète extrêmement hostile avec le vaisseau Drac que justement il avait pris en chasse.
Et donc sur cette planète, au début, ces deux êtres que tout oppose, dont une guerre séculaire, on se croirait un peu dans Astérix avec les Corses. En fait, on a l'impression que plus personne sait vraiment pourquoi ils s'affrontent, mais quoi qu'il arrive, ils se détestent. Sauf que voilà, sur cette planète, pour survivre, il va falloir qu'ils s'allient. Et qu'ils accordent leur violon. Et ça, c'est tout le propos du film. C'est un film sublime, moi je trouve. Sur l'amitié, sur le... justement, on est dans une époque assez troublée là-dessus. Rapprochement entre les peuples, l'amitié, c'est un message strictement positif, vraiment, de tolérance, et c'est très agréable à voir parce que justement c'est pas lièvre, c'est pas lourd, c'est super bien fait, c'est porté par deux acteurs exceptionnels, car Louis Gossett Jr. joue le fameux Drac en question. Alors je ne vais pas vous spoiler le déroulement du film, il faut vraiment que vous le découvriez. Mais c'est un vrai régal. C'est un film plaisant, vous sortez de la séance comme ça, avec une espèce de petit comment dire, vous êtes sur un nuage, un petit soulagement au cœur, vous dites c'est tellement positif, c'est agréable. En plus, il se passe un tas de choses, il y a du suspense, il y a des péripéties, vraiment on ne s'ennuie pas une seconde. Donc c'est un film excellent, je vous le conseille. Réalisé en 1985 par Wolfgang Petersen, en plus un sacré bon réalisateur entre autres du Bateau, le film allemand sur la Seconde Guerre mondiale exceptionnel, des films comme 3, L'Histoire sans fin, enfin Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood, bref, un super réalisateur qui n'a fait dans Enemy que confirmer encore, avec un film de plus, combien c'est un magnifique artisan. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine fois. Merry Christmas, you filthy animal. And a Happy New Year.